Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Parlons Chien, l'émission radio. Et oui, on est là ensemble, et bien pour une bonne heure, voire un peu plus. Alors ce soir, évidemment, je vous l'ai annoncé, je vous l'ai dit, je suis heureux d'accueillir dans mon émission une personne qui m'est particulièrement chère, une personne qui fait de la communication animale et qui est une pointure dans son domaine. Je veux parler de Lucille de Vlaminck, et donc je vous la mets tout de suite en ligne. Salut Lucille. Allô, allô. Bonjour Lévi. Salut, Allô. Il faut que tu parles un bonjour petit peu plus fort. Oui, bonjour Lévi, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Lucille, écoute, on a un sujet très important au sujet de, sujet de toute façon au niveau des poilus. Qu'est-ce que nos poilus ressentent dans notre vie de tous les jours? Parce que on se pose pas tellement la question. On a nos chiens, on les aime, on les adore. Et puis toi, effectivement, il y a des gens qui te contactent et qui font avec toi à travers ta profession, à travers ton expérience, de la communication animale, et puis tu arrives à faire tout un tas de choses avec. Alors, on va dire que qu'est-ce que te racontent les chiens? Si tu veux, Lévi, moi j'aimerais bien commencer un petit peu par de l'éthologie, tu vois, ce qu'on sait des chiens sur leurs 5 sens et sur leur 6e sens, et ce qui fait que dans notre quotidien, quand on se promène avec eux, quand ils nous gardent, quand ils chassent, quand ils troupotent, quand ils font de l'agility, quand ils font du ring, enfin du cavage, quand ils font du mail training, si tu veux, dans toutes les activités que l'on fait avec nos animaux, on est fier d'eux. On est fier de leur odorat, on est fier de ce qu'ils ont vu, on est fier de ce qu'ils sont capables de ressentir, du fait qu'ils sentent qu'on soit pas bien, du fait qu'ils soient capables, aujourd'hui c'est su, reconnaître des tumeurs, des cancers, prévenir des crises d'épilepsie, sentir le diabète, tu vois, tout ça c'est su, et c'est une des raisons pour lesquelles on est fondamentalement fier de nos animaux. Et la communication animale, tu vois, ce que les animaux me transmettent en communication animale, eh bien, c'est que tout ça, on le sait quand on fait l'activité avec notre animal, ou entre guillemets, quand on a besoin de lui, ou quand on sent qu'il fait quelque chose pour nous. Mmh. Et puis, d'un seul coup, quand on est avec notre animal à la maison, eh bien là, c'est comme si lui, il devait couper ses sens. Mais non, tout ça, ça continue parce que c'est son monde à lui. Donc ça veut dire que ce dont on est fier, tu vois, qu'il a un super flair, par exemple, ou une super audition, c'est pas seulement quand la sonnette elle sonne, quoi. C'est son super flair, il va l'avoir dans la maison. Donc quand on fait à manger, quel type d'alimentation, mais pire que ça, quels sont les produits chimiques qu'on a dans la maison aujourd'hui, quels sont les bruits de notre Wi-Fi, tu vois, tout ça, oui. Quelles sont les plantes toxiques. Moi, ce que je voudrais attirer l'attention aujourd'hui, si tu veux, c'est que tout ce qu'on sait et qui fait qu'on est fier de nos animaux, eh bien, ça s'arrête pas quand on franchit le seuil de notre maison, parce que eux, il n'y a pas de bouton pause pour tout ça, vu que c'est leurs 5 sens. Oui, on est d'accord, c'est leur fonctionnement, leur fonctionnement dans la vie de tous les jours. Voilà. Effectivement, le chien, bon, déjà a une ouïe extrêmement fine. On considère que c'est 8 fois que ce qu'on entend nous quand on entend bien. Donc évidemment, le moindre son parasite parfois ou autre, effectivement, il y est extrêmement sensible. Et puis l'odorat, évidemment, on le sait. D'ailleurs, c'est pour ça que nos amis poilus nous assistent dans différents domaines. De recherche, par exemple, en décombres, de stupes, d'explosifs et j'en passe, et effectivement des maladies, puisque maintenant on les oriente à utiliser justement leur capacité olfactive sur des choses pour nous aider, pour nous assister. Bien sûr, et si tu veux, dans la communication animale, l'animal nous rappelle tout ça, parce que c'est tellement son fonctionnement qu'en fait il va nous le dire. Donc, il va attirer notre attention dans l'environnement sur des odeurs, des bruits, des choses qu'il voit à son niveau,
la place où il dort, la place qu'il a pour bouger, si c'est un grand chien, mais les difficultés qu'il peut aussi avoir pour nous voir quand c'est un petit chien. Et par exemple, quand on mange sur des sièges en hauteur, voilà, comment il reste à proximité de nous quand il voit rien. Enfin, voilà, je pense qu'on va pouvoir en parler tout au long de l'émission. Dans les communications animales, il nous rappelle ça en permanence, et du coup, il nous amène à poser une réflexion sur le type d'environnement dans lequel nous vivons. Est-ce qu'il correspond à nos chiens, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça soit plus harmonieux pour les uns et pour les autres. Il ne s'agit pas de tout faire pour le chien, mais il ne s'agit pas de tout faire pour l'humain, parce que il y a une cohabitation. Et comment on tient compte de tout ça dans une cohabitation et pour une cohabitation heureuse. Et je trouve que du coup, c'est un chemin formidable que les animaux nous proposent. Alors, tu vois. Alors, juste quand même, on va essayer un peu d'y voir un peu plus clair, parce que tu as des gens qui ne connaissent pas du tout la communication animale. Alors, tu as évidemment toujours des gens qui sont à l'aise avec ça. Tu en as d'autres qui sont beaucoup plus sceptiques. Ce qui est intéressant, c'est pour les néophytes, d'expliquer un peu comment la communication se fait, et puis ensuite de ça, la partie qui est importante. Alors moi je le sais, puisque on a plusieurs fois échangé effectivement sur le domaine, mais le sujet justement de ce qui peut se passer dans la maison, parce que la maison aussi est quelque chose de vivant, et le tour aussi. Donc comment d'abord toi, vis-à-vis des néophytes, eh bien voilà, comment expliquer justement cette fameuse communication animale, et qui fait que justement tu arrives à communiquer avec eux. Et puis ensuite de ça, évidemment, qu'est-ce que les animaux peuvent te raconter, parce que j'imagine qu'il doit y avoir tout un tas d'informations qui est véhiculé, et parfois même sans contrôle du coup. Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre en deux parties, vu que dans ta question, il y a deux parties. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, ça va être plus simple aussi. Alors, sur la première partie, qu'est-ce que c'est que la communication animale? Alors, on fonctionne pour les animaux vivants et pour les animaux décédés. Pour les animaux vivants, c'est la télépathie. Pour les animaux décédés, c'est la médiumnité. Et pour faire simple, ça fait partie de la grande famille de la voyance. Ça veut dire que la voyance, elle peut se faire pour les humains, mais bien sûr, elle peut aussi se faire pour tout être vivant. Donc moi, c'est avec les animaux, mais aussi avec les plantes, avec l'eau, avec les cailloux, tu vois, et aussi bien avec les animaux domestiques qu'avec les animaux sauvages. Ce qui est intéressant là-dessus, moi, dans ma façon de pratiquer, il y a plusieurs façons de pratiquer la communication animale. Vous pouvez aller voir sur Internet, voilà, sur Google, n'hésitez pas, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus connu et reconnu. Donc, moi, je pratique ce qu'on appelle le direct live. Ça veut dire qu'il me suffit d'une photo. Il faut pas me dire la date de naissance. La photo peut être ancienne, c'est pas du tout une photo du jour. Il faut pas me poser de questions, rien du tout. La première partie de mon travail consiste à écouter l'animal. Donc, c'est comme lorsque vous allez voir une voyante correcte, j'ai envie de dire. Vous commencez pas à lui raconter votre vie et ce que vous voulez savoir, et surtout vous lui rapportez une photo vraiment quelconque et peut-être ancienne, et puis vous attendez pour voir ce qui se passe. Eh bien, la communication animale, c'est ça. On ne doit rien savoir du tout. Autant pour les animaux vivants que pour les animaux décédés. Et ensuite, donc, quand on laisse parler l'animal, moi, je m'aperçois qu'il me parle à peu près sans discontinuer pendant un bon 20 à 30 minutes, facile, tout seul, en fait. Ils racontent leur vie, leur enfance, ce qu'ils vivent, leurs difficultés de la vieillesse, leurs amours, leurs amitiés, leur sociabilité avec les humains, avec les autres animaux, les odeurs, l'environnement, voilà, aussi bien l'émotion que le mental. On fait vraiment un tour complet de la santé physique, émotionnelle, mentale. Et puis après, moi, je prends les questions, une dizaine de questions, et on s'aperçoit que souvent les questions, il y a une bonne partie qui a été répondue par l'animal tout seul.
parce que comme il parle de sa vie automatiquement, quelqu'un qui aime son animal va avoir quasiment les mêmes questions, parce que ce sont les mêmes préoccupations, vu qu'il y a un lien fort d'amour entre les personnes qui demandent la communication animale et l'animal. Souvent, les choses sont extrêmement proches, et ça aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a ce même fil conducteur, qu'il y a la même façon de voir la vie, de vouloir avancer dans la vie. C'est très très émouvant, tu vois, une communication animale. Tu en as déjà fait avec moi, voilà, on s'envoie des clients les uns les autres, et puis bien entendu, la communication animale, c'est aussi un rôle d'orientation. Donc, on va orienter vers des vétérinaires, vers des ostéopathes, vers des éducateurs comportementalistes, vers des naturopathes. On envoie vers des spécialistes vétérinaires, voilà, pour des diagnostics, parce que quelquefois, moi, quelque chose qui m'arrive assez régulièrement avec des éducateurs comportementalistes, tu vois, justement, c'est à un moment donné, on arrive un peu en bout de route, voilà, des choses comme ça. Et puis, par exemple, l'animal nous dit qu'il a une surdité, tu vois, mais un certain type de surdité. Donc, à un certain moment, le blocage, il demeure, même si on met tout en place au niveau éducatif, le blocage demeure parce que de toute façon, à un certain stade, il est sourd sur un certain spectre. Et à côté de ça, tout va bien. Voilà. Donc, il y a des choses où on peut se poser des questionnements, et après, ça permet aux vétérinaires d'affiner. Voilà, on peut aussi avoir des problèmes de vue. On peut aussi avoir je dirais des problèmes de bassin, des problèmes de reins. Enfin voilà, tout. L'animal va nous parler de ces pathologies. Ça peut quelquefois, comment je dirais, sembler un peu bizarre aux personnes, mais en fait, lorsqu'on passe en ce qu'on appelle en scan physique, on a vraiment une image thérapeutique de l'animal, et il va nous dire où il a mal et comment il a mal et qu'est-ce qu'il gêne. Et en fait, nous, on n'est pas là pour poser un diagnostic, mais on est là pour orienter, pour qu'on puisse enfin mettre un mot sur le diagnostic, tu vois, poser un mot, et donc du coup l'accompagner, notamment dans des traumatismes qui sont anciens. Lucille, j'ai des questions qui arrivent, j'ai des gens qui voilà, parce que le but de l'émission aussi, c'est de répondre aux gens. Alors, juste parce que bon, forcément, il y a des gens sceptiques qui arrivent aussi, donc c'est normal, c'est quelque chose. Tu sais, quand enfin, moi, c'est comme tout. Bon, moi, je sais que ça fonctionne parce que j'ai eu j'ai des gens chez qui le chien, sans qu'ils te connaissent, t'as décrit leur maison. Et puis d'autres où un chien avait un problème de vertèbre et alors que le chien avait changé complètement de comportement parce qu'il venait pour chercher un câlin et puis d'un coup il agressait son maître et effectivement c'était un problème au niveau des vertèbres que le vétérinaire n'avait pas vu, mais quand tu as donné le numéro des vertèbres, bah voilà, l'ostéopathe a remis en place et le chien est revenu normal. Bon, c'est vrai que c'est un côté un peu particulier. Alors il y a Daniel qui pose cette question. Pouvez-vous, alors donc elle demande à moi, pouvez-vous demander s'il vous plaît à Lucille de Vlaminck s'il arrive quand CA, un chien, ne veuille pas parler. Ah non, absolument pas. Non, ils parlent tous. Après, si tu veux, dans l'objectif de rester dans le thème de l'émission, ils nous parlent également tous de leur environnement. Tu vois, et ça c'est extrêmement intéressant. Je peux vous donner des exemples par rapport à ça. Par exemple, on a des chiens qui peuvent nous dire, par exemple, que ils aiment leur couchage, leur panier. Donc bien sûr, ils nous décrivent la couleur du panier, ils nous décrivent tout ça, mais que à l'endroit où il est placé, eh bien là, ils peuvent pas dormir tranquillement. Et par exemple, ils vont nous prévenir ou ils vont nous dire que le frigo commence à trembler et à faire vraiment un drôle de bruit, et qu'en fait ça se propage par le carrelage, et que eux, boum, d'un seul coup, ils ressentent ça dans le couchage. Et moi, j'ai eu, tu vois, pas mal de familles comme ça et qui me disent, oui, on a repéré aussi que le frigo commence à avoir un problème. Et on se disait justement qu'un de ces quatre, il allait nous lâcher, quoi, le frigo congélateur. Tu vois. Et moi, je leur dis, ce qui est intéressant, tu vois, dans la communication animale, c'est qu'en fait, l'animal ne fait que dire quelque chose que la famille sait déjà. Sauf que lui, il le perçoit plus fort.
Oui, Et forcément, après, le chien est plus sensible voilà, à tout. voilà. Et ensuite, si tu veux, il nous renvoie dans notre bon sens. Est-ce que nous, on a envie de dormir près du frigo qui libre et qui se remet en route de toute façon par cycle? Eh bien, la réponse, c'est non. Tu vois, on n'a pas envie de dormir près du frigo. On dort pas près d'un frigo, d'ailleurs, tout à fait normalement. Hein, c'est quand même assez rare qu'on mette notre lit juste collé au frigo. Ça peut arriver si tu veux, mais c'est quand même pas notre mode de vie, tu vois. Oui. Donc Et en ça, fait, c'est très intéressant. oui, en fait, il y a bon, voilà, effectivement, des fois, le fait de mettre un couchage près d'un endroit qui est pas finalement très confort pour le chien peut amener une problématique. On a Anne Préfaille qui, alors tu vois, là, on a affaire à quelqu'un effectivement qui est sceptique, il le dit, hein, voilà, très sceptique. Après un contact avec une personne, j'en avais trop raconté, donc elle s'en est servie pour me faire un super résumé sur une photo et 60 €. J'ai voulu y croire, mais j'ai trouvé finalement que c'était une grosse blague. Alors, ça m'intéresse de comprendre. Euh, et effectivement, alors c'est pour ça que c'est important aussi finalement de t'avoir, parce que comme beaucoup d'endroits ou même de professions, finalement, on rencontre beaucoup de gens qui sont des gens qui abusent, voilà, qui abusent d'un certain nombre de choses. Et c'est comme dans ma profession finalement. Dans ma profession, moi je dis toujours, on a à peu près 80% de personnes à mettre à la poubelle. Quand je dis à la poubelle, on va pas le faire, hein, bien sûr, mais à peu près 80% des gens qui exercent ma profession, enfin voilà, c'est pas des gens qui sont extraordinaires en tous les cas dans le métier, ou qui pipent pas grand chose. Donc derrière, effectivement, c'est une vraie problématique. Et les gens sont déçus, hein, s'ils font appel effectivement à un, deux, trois, et ça marche pas. Derrière, ils veulent plus en entendre parler, quoi. Oui, après, comment je vais dire, je pense qu'un communicant qui fait un super bon résumé et qui prend 60 €, il ne fait que saisir la tâche qui lui a été tendue, c'est-à-dire quelqu'un qui lui a tout raconté. Ouais, bien Voilà. sûr. C'est pour ça Voilà. il faut rien Donc, dire en fait. oui, voilà, il faut rien dire. Moi, on m'envoie une photo, on me dit rien. Je veux même pas l'âge du chien, je vois rien du tout. Même un poil de queue, ça me suffit, quoi. Je veux pas voir le chien en totalité. Je demande pas à voir ses yeux. Voilà, je précise bien une photo quelconque. C'est pas la peine de me le mettre au milieu de la maison avec toute la déco de la maison et la couleur des murs. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment. Je pense que là, c'est aussi aux personnes et d'abord de rester sceptique, parce que de toute façon on ne demande pas d'y croire vu que ça n'est pas ni une religion ni une secte, et avoir du bon sens quand on demande une communication animale, c'est aussi mettre son chien sur un carré de pelouse anodin, voilà, sur un sol anodin, enfin voilà, c'est ça aussi qui est important. Donc les personnes sceptiques mais qui en même temps racontent tout puis après disent qu'elles sont déçues, de toute façon elles ont fourni la perche, voilà ce que je peux dire. Ouais. Voilà. Donc, La personne a une responsabilité aussi, de pas, comment je dirais, laisser traîner ses photos un peu en vrac n'importe où sur Facebook ou ailleurs, ou raconter toute sa vie sur Facebook. Bah oui, voilà, c'est facile après d'aller voir le profil et de faire une espèce de melting pot de tout. Je pense que les personnes prennent un risque, voilà. Après, la plupart des clients, moi, arrivent par le bouche à oreille et par des professionnels, par les vétérinaires, par les comportementalistes, les moniteurs d'équitation, voilà, les parcs animaliers aussi. Enfin, voilà, ça arrive vraiment. J'ai 50% de mes clientèles qui arrivent par le bouche à oreille et 50% qui arrivent par les professionnels qui me prescrivent, entre guillemets. Donc c'est ça aussi. Je pense que c'est plus sûr si vous savez vers qui aller plutôt qu'un professionnel qui vous dit moi je suis disponible, quoi. C'est pas honnêtement moi je suis pas très je suis un peu embêtée pour vous dire je suis disponible, parce que c'est pas vrai. Je travaille 60 heures par semaine, je peux pas dire, je peux pas vous mettre un message en vous disant je suis disponible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. ouais. Il y a de trop nombreuses dates pour que je puisse vous dire ça, quoi. Voilà.
Alors, bon, j'ai une personne là qui me demande, alors bonjour Lévy, demandez pourquoi mon cavalier King Charles de 7 mois pleure une vraie catastrophe et il n'y a pas d'autre mot en voiture, on ne sait plus quoi faire. Alors évidemment, tu vas pas apporter de réponse là-dessus comme ça. Non, 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 c'est Enfin rien. voilà, on n'est pas là pour faire une consultation ou une vision. Là, on est là pour expliquer un peu ce que peuvent ressentir les chiens, etc. Moi, Annick, je te dirais que si ton chien se met à pleurer en voiture, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre. Bon, le chiot, il a 7 mois. La voiture est un environnement, au départ, en tous les cas, qui peut être stressant pour le chien, pour la simple et bonne raison que le chien ne se déplace pas, mais il voit le décor se déplacer. Et ce fait-là, déjà, peut poser un état de stress émotionnel au chien. La deuxième chose, c'est que quand le chien commence à pleurer ou à aboyer, le premier réflexe que vous avez au niveau des humains, dans le rapport avec l'animal, c'est de lui dire de se taire. C'est-à-dire que votre chien fait une action, vous lui donnez une interaction, pourquoi vous voulez qu'il arrête. Et parfois, l'interprétation que vous faites, vous, de votre chien qui se met, par exemple, à pleurer, eh ben, lorsque vous lui dites de se taire, ou que vous lui parlez pour essayer de le rassurer en lui disant mais c'est rien, machin, etc. Bah derrière, effectivement, il va amplifier la chose puisque vous lui donnez un intérêt tout particulier lorsque on est dans comment dire dans ce schéma qui est un peu, pardon de le dire, un cercle vicieux finalement. Donc voilà. En tous les cas, Annick, c'est ce que je te réponds aujourd'hui. Beaucoup de gens font monter un chien dans une voiture, mais ne vont pas expliquer ou en tous les cas faire en sorte justement d'avoir cet environnement du véhicule comme étant quelque chose de finalement de naturel. Alors comment on fait? Bah, on fait monter le chien, on a le véhicule à l'arrêt, et ça c'est très important. Il faut travailler, il faut préparer le terrain. Donc on a le véhicule à l'arrêt, on fait monter le chien. Une fois que le chien est dans la voiture, hein, évidemment on est avec lui, machin, et on laisse les portes et fenêtres ouvertes, enfin portes et coffres ouverts. Et puis on le refait descendre, et puis on le refait monter, on reste un peu, etc. Après on va faire cette même phase mais du coup, on va fermer le coffre et les portes, mais on ne bouge toujours pas le véhicule. Là, tout se passe bien. Hop, on ressort, on recommence la manœuvre. Et puis après, la manœuvre suivante, eh bien, c'est de faire exactement la même chose que celle-ci, sauf que là, on va mettre le moteur en route. Et puis à la fin, bah, pour que ça soit quelque chose de bénéfique pour le chien, eh bien, on finira par déplacer le véhicule, mais pas pour aller chez le vétérinaire, parce que souvent le chien va associer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur chien uniquement pour aller sur quelque chose de pas forcément agréable, eh bien le chien il apprécie pas forcément. Alors soit c'est lié aussi à l'excitation d'aller dans un endroit qu'il aime. Donc il faut voir, il faut regarder en fonction de ce que vous mettez en place. Mais quoi qu'il en soit, lorsque le chien vous le déplacez dans le véhicule, eh bien, on va faire 1 kilomètre, et au bout d'1 kilomètre, pof, on va sortir, on va s'amuser avec lui, on va lui montrer tout l'intérêt, en fait, finalement, de prendre la voiture. Alors après, il y a des chiens qui montent en pression, entre guillemets, parce qu'il est très content d'aller faire son petit tour en voiture. Et ça, c'est souvent aussi lié au chien qui va sortir qu'une fois par semaine, par exemple, en voiture pour faire son tour. Voilà, donc il monte en pression. Voilà. Allez, on continue. Il y a quelqu'un donc qui te parle, Lucie, et qui te dit bonsoir. Je m'interrogeais sur le passé de mon loulou adopté il y a peu. Cette communication est-elle en mesure de me raconter? Alors, moi, je voulais déjà revenir sur ton intervention, Lévy, Oui. que j'ai beaucoup apprécié, voilà, sur le chien et la voiture, parce que je trouve que ça montre quelque chose d'important. La communication animale, elle ne peut pas suppléer et passer à côté de séances avec un éducateur comportementaliste. C'est pas une baguette magique qui va dire au chien faut arrêter d'aboyer ou de faire le loup ou de geindre en voiture. Et je trouve que ça c'est extrêmement important. Il y a l'éducation du propriétaire pour mettre en place des outils pour que le chien vive bien son environnement, qui est fondamental. La communication animale, une communication animale ne peut pas remplacer 3 ou 4 séances par un éducateur ou une dizaine de séances, suivant les cas et quelquefois plus, et aussi une mise en place d'outils par le propriétaire. Je trouve que là, ce qui vient de se passer, tu vois, c'est vraiment important.
Il faut pas confondre les deux champs de métier. Et moi, je le dis souvent, hein, voilà, ça c'est éducateur, ça c'est pas communication animale. Hein. Communication animale, c'est pour qu'on trouve les causes. Voilà, les causes du comportement. Et quelquefois, effectivement, les causes que l'on va trouver dans le comportement, lorsque l'animal nous en parle, évidemment, c'est que tu as tout à fait raison, c'est que le véhicule peut être associé soit à quelque chose de trop gai, donc effectivement les neurones moteurs se mettent en route et puis il y a de l'excitation, soit à quelque chose de défavorable, comme le vétérinaire. Voilà. Et du coup, on voit que là, c'est le travail sur la voiture et sur le voyage et parler à son animal et qu'est-ce qui peut et doit être mis en place pour que le moment se passe le mieux pour les uns et pour les autres. Tu vois, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et après, le passé de notre animal en communication animale, bien sûr qu'ils peuvent en parler, mais je pense qu'après il faut savoir aussi raison garder. Ils n'ont pas, de toute façon, ils ne disent pas tout. Et puis pour quelle raison on veut le savoir quel est l'objectif de cette curiosité Voilà. Moi, j'interroge beaucoup là-dessus les personnes qui me posent ce genre de questions, parce que le passé de l'autre ne nous regarde pas forcément. Si il a envie d'en parler, de toute façon, l'humain n'a pas besoin de poser la question. L'animal va en parler, comme il va parler de sa maison d'avant. Hein, voilà. Pour revenir, tu vois, à notre thème sur l'environnement, moi, j'ai beaucoup ça. Hein, des chiens qui nous parlent de la maison d'avant, soit avec le même propriétaire, soit avec l'autre propriétaire. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Mais quelquefois, ils ne nous en parlent pas. Voilà, c'est comme ça. Mais pour rester, tu vois, dans ce thème de l'environnement et de l'adoption, moi, j'ai des animaux qui ont un peu, je ne sais pas si je peux appeler ça le syndrome de Stockholm, mais tu vois, qui ont été très longtemps enfermés, par exemple à la SPA, et qui en ont trouvé une forme de sérénité et de confort, dans le sens où il n'y avait pas de stimulation, il n'y avait rien, et c'est devenu en fait quelque chose d'assez inhérent, cet ennui. Oui, parce que... Et lorsqu'ils reprennent une vie normale, tu vois, eh bien, ils disent que c'est compliqué, qu'ils sont d'accord pour dormir, tu vois, mais que leur endroit préféré, par exemple, parce que il y en a certains qui l'expliquent, mais vraiment très très bien, et qu'en fait, en sortant de l'SPA, moi j'avais un chien qui disait on m'a mis mon panier, mais alors ça va pas du tout, quoi. Et le seul endroit en fait où je suis bien, c'est en dessous de la salle à manger, en dessous de la table de la salle à manger, parce que je vois les pieds de table et surtout je vois tous les pieds de chaise et je suis rassurée. Oui, alors tu vois, parce que ça refaisait la symbolique. Mais tu as raison sur un point, c'est effectivement parfois des chiens qui sont en refuge, par exemple, depuis un certain laps de temps, se sont habitués, parce que c'est de l'habituation, hein, donc se sont habitués à ce système. Ils ont modélisé leur trame en fonction de ce qu'ils vivent. Hein, parce que le chien est un animal qui se conditionne, hein, il est pavlovien, il est bon, nous aussi d'ailleurs, mais beaucoup plus rapidement le chien. Et lorsque le chien est conditionné sur un système effectivement où il va être dans un environnement finalement assez pauvre en stimuli sensoriels, effectivement le jour où il se retrouve dans un environnement parce qu'il a été adopté et que c'est formidable, mais qu'il se retrouve dans un environnement qui peut être riche. En tous les cas beaucoup plus riche en stimuli sensoriels, effectivement, c'est beaucoup d'informations qui arrivent dans la tête du chien, beaucoup de trucs à traiter, et parfois ça se bouscule et au secours. c'est parfois ça aussi. Hein. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, il va dire qu'il a des besoins, tu vois, d'avoir une chaise en moins pour pouvoir quand même rentrer en dessous de la table, mais qu'il veut vraiment rentrer là et se mettre là, parce que c'est pas une toquette, hein, c'est pas une idée en l'air. À un moment donné, c'est vraiment un besoin pour remettre en place des repères qu'il a connus, s'apaiser, et puis quand il est bien, il sort du dessous de la table. C'est parce que ça va être son rythme à lui qu'il va en quelque sorte imposer pendant un certain temps à la famille. Il y en a qui vont le faire très longtemps, il y en a qui vont le faire de façon très courte. Voilà, il y en a qui s'y font tout de suite, de pas être en dessous de la table. Et c'est vrai que moi je dis toujours, hein,
l'adoption, vraiment chapeau à ceux qui acceptent de vivre ça et de faire ça. Vraiment, félicitations. Et en fait, il y a une adoption des deux côtés parce que le chien, il va aussi adopter sa famille et il doit aussi rentrer dans les nouvelles règles. Et cependant, il a besoin des anciennes règles pour quand même avoir comme des fondations pour sa nouvelle vie. Et donc, il va essayer de les trouver comme un point de repère. Et c'est comment nous, on arrive à être adoptés par rapport à ça et comment on arrive à être adaptés par rapport aux besoins de l'autre sans porter de valeur de jugement et se dire on va accepter ça. Tu vois. Et moi, ce chien-là, donc j'ai eu 2 chiens comme ça qui m'ont beaucoup marqué, tu vois, et dont un qui disait ça va pas du tout parce que comme on veut plus que je rentre en dessous de la table, on coince les chaises complètement en dessous de la table. Voilà, donc je peux plus rentrer, donc du coup je panique et je tourne autour de la table et je suis pas bien, j'arrive plus à m'apaiser, j'arrive plus à dormir, je me repose plus, donc du coup maintenant je me mets en repli, mais comme je suis énervée, je monte les dents, tu vois. Et il expliquait la cause. Et ensuite j'ai eu un deuxième chien qui disait mais qu'est-ce qui se passe quoi, parce que en fait la famille elle avait trouvé un truc, notamment quand elle partait, pour que le chien ait plus de place en dessous de la table, et donc c'était vraiment fait avec un sentiment d'amour. Il mettait les chaises sur la table comme quand il avait la maison. Mais le chien, il avait plus ses barreaux. Tu vois. Non, mais et donc là, et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que on touche la cause d'une difficulté d'apaisement. On a Sève qui nous dit dès le premier voyage de Taïga en voiture, elle s'est endormie profondément à chaque fois, comme si la voiture était soporifique pour elle. Est-ce un comportement normal ou est-ce qu'elle ne gère pas son stress et donc préfère dormir? Alors, je ne sais pas si toi tu connais la réponse. Moi, j'en ai une, mais elle est pas liée forcément non, parce au système de com. Si tu veux, ce qu'il faut essayer de comprendre avec la communication animale, c'est que c'est quelque chose de très très individualisé. Un animal n'est pas l'autre. Voilà. Après, je pense que dans la question que la personne pose là, il dit la voiture est soporifique pour mon chien. Bon, il a sa réponse là, pour le coup, dans sa question. Hein, oui, c'est ça. Voilà là ce que je peux dire. C'est ce que j'allais dire. Le chien qui s'endort dans la voiture, c'est pour qu'un chien s'endorme quelque part, c'est qu'il est en sécurité, c'est qu'il est très à l'aise. Voilà. Donc la voiture, là en l'occurrence, finalement, c'est quelque chose qui à la fois l'a bercé. D'accord, dans le sens où ça bouge un peu mais sans plus, et puis que le chien a trouvé un certain confort, et ce qui fait qu'un chien qui s'endort dans la voiture est très rassuré, contrairement à un chien justement qui va être plutôt tout le temps debout, à regarder partout et à s'intéresser à tout sans savoir pourquoi. Donc effectivement, au contraire, Sève, il faut partir sur le principe que ton chien est beaucoup plus rassuré et beaucoup plus sécure dans cet environnement. Oui, moi, j'aurais souhaité, tu vois, vous donner d'autres éléments sur la maison, sur l'environnement. Oui, on va y aller parce que après je te dis il y a des questions qui arrivent, hein, donc mais oui. Alors on répond à une Anne Préfaille, tu sais, qui s'est fait blouser en fait, donc qui explique un peu comment elle s'est fait blouser. Donc on va le lire et puis après si tu veux bien effectivement qu'on parle de l'environnement direct, de l'environnement direct du chien, hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il nous dit sur notre maison. C'est ça. Alors, Anne, donc Anne qui nous dit, donc alors c'était une première fois, je ne savais pas du tout comment cela fonctionnait, j'ai été naïve, mais j'ai percuté après. Je n'avais pas pensé que le professionnel, entre guillemets, pouvait aller fouiller dans les Facebook et autres. J'ai expliqué le pourquoi de ma demande de communication, mais parti dans mon élan, j'en ai trop dit.
Anne, ça veut dire que tu es une personne assez bavarde, du coup, pour le coup. Donc, alors oui, j'ai été très bête, mais ça arrivera à d'autres, malheureusement, et je ne me sens pas responsable de cet échec, car j'ai fait confiance. Oui, tu as fait confiance. On peut faire confiance. Après, le Voilà. problème, c'est toujours pareil. C'est quand on pose des questions. Enfin, quand un professionnel par exemple, une voyante ou un voyant, qui te dit qu'il est voyant, mais qui ne sait pas ce que tu es, ce que tu vis, ou enfin, s'il est voyant, pourquoi il te pose des questions? Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis on raconte rien à un bon voyant. Voilà. On raconte vraiment rien. Voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant. On dit même pas son âge, on dit pas l'âge, on dit rien de tout ça. Voilà, je trouve que ça c'est très intéressant. Tu vois, par rapport voilà, ce que les animaux nous disent aussi, et ça c'est vraiment important. L'état Ah, allô? l'état Allô? Allô? Oui, vas-y. Il nous parle aussi de l'état des sols au niveau géobiologie. Très intéressant, et je voulais vous en parler également. Ça veut dire que dernièrement, moi j'ai eu un chien qui disait que il y avait toute une partie du terrain où l'eau montait et descendait. Maison, du coup, elle était un peu posée comme un bateau, et que lui, il en avait des problèmes physiques, tu vois, donc des problèmes de foie, des problèmes d'arthrose, mais il disait que toute la famille était comme ça. Toute la famille, il y avait des problèmes de foie, des envies de vomir et des problèmes d'arthrose. Et donc la dame au téléphone me dit bah oui, c'est exactement ça, et mon mari aussi, et on ne sait pas ce qui nous arrive depuis qu'on est dans cette maison. Ben j'ai écouté, votre maison, elle bouge sur le sol. Entre dans la maison. Elle me dit oui, notre vide sanitaire, tu vois, la maison est posée sur vide sanitaire, et elle me dit oui, vous avez raison, il y a toujours de l'eau dans le vide sanitaire. Je dis oui, mais vous voyez, cette eau qui est là, qui monte et qui descend en dessous de la maison, donc ça veut dire que la maison est mise sur un sol, c'est une maison récente, est mise sur un sol qui n'était pas forcément construit, parce qu'il y avait des raisons. Il y a toujours eu des sols non construits, qui sont des sols, comment je dirais, d'évacuation d'eau, d'évacuation de risques sismiques, d'évacuation de gaz. Et c'est vrai que de plus en plus, ces sols sont bâtis. Ils ont des lotissements, voilà, où derrière on a fait un grand rond-point, on a mis une usine derrière, boum, la terre est ramenée, l'eau ne s'est plus passée. Et donc, toutes ces perturbations. Et ce qui est très intéressant, c'est que les animaux nous en parlent, et ils nous en parlent aussi en termes de maladies et de maladies pour eux, mais ils n'hésitent pas à parler aussi des maladies et du confort pour leurs humains. Ça veut dire ce que cette maison va créer comme maladie. Très intéressant, et c'est peut-être pas encore assez aujourd'hui suffisamment écouté, alors qu'en fait ce sont des savoirs ancestraux. Allô? Et ça aussi. Ouais. Quand tu dis, c'est intéressant parce que la partie maladie, finalement, on sait, on a découvert que les chiens pouvaient se servir de leur odorat, mais je trouve qu'on n'exploite pas assez leur sens, notamment leur sixième sens, qui est quelque chose de très très développé, mais aussi ce qu'ils ressentent à travers leur pattes. Alors après, j'aime pas trop le terme que tu emploies, exploiter. Oui. Mais c'est plus comment animal ou nous, dans notre capacité et compétence à être attentifs. À ce qu'ils essayent de nous dire et nous montrer. Il ne s'agit pas d'exploiter, parce que ça, l'humain, il est assez fort là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai employé ce terme. Moi, l'utiliser dans ce terme-là, mais plutôt, et moi, c'est le chemin que la communication animale propose. C'est de se dire, j'ai la chance de vivre avec un hypersensible. Être du monde humain
qui a des sens hyper développés, y compris son sixième sens. Oui. Suffisamment. Est-ce que je le regarde suffisamment? Est-ce que je le regarde bouger? Est-ce que de l'interprétation dans le sens de la fausse interprétation, ça veut dire je vois ça, donc tu vois cette espèce de choses que les comportementalistes et éducateurs justement, vous en parlez très très bien, qui sont complètement néfastes aux chiens, mais plus de se dire tiens là il fait ça, ce qu'il essaye de me dire, et on ne tombe pas dans l'anthropomorphisme, parce qu'ils essayent de dire des choses qui sont du monde de la nature et des choses pour lesquelles l'humain n'est sensible. Donc dans tous les cas, c'est pas la peine d'essayer de faire de l'anthropomorphisme. On est très en dessous de ce qu'ils perçoivent. Ouais. Lucille, de temps en temps, j'ai des coupures, je te perds. Hein. Si tu peux essayer de voir pour te caler sur un endroit où le réseau passe correctement, parce que j'ai vraiment par moment des grandes coupures. Allô? Allô? Ah voilà, bah c'est ce que je craignais. Les portables, c'est bien, mais du coup, oui. Allô? Tu m'entends mieux? Pas du tout. Allô? Oui? Je t'entends plus. Allô? Tu me rappelles? Je rappelle, bah ouais, je peux rappeler, ouais, bah ça a coupé. Voilà, c'est les aléas du direct, vous l'avez compris, évidemment, c'est toujours problématique. Quittez pas. Hop, voilà, c'est problématique, il va falloir que je relance l'appel. Excusez-moi, les amis, mais c'est vrai que c'est les aléas du direct. Et puis, comme vous avez pu le remarquer, je suis tout seul à faire, évidemment, eh bien, ma partie technique et en même temps l'émission. Donc, effectivement, c'est un peu plus complexe. Hein, donc, je relance l'appel. On va essayer ça. C'est du live, c'est du direct, c'est comme ça. Ça fait partie des choses de la vie et donc je lance l'appel. Hop, je bascule. Bon. Alors, juste pour information, je suis tombé directement en messagerie. Je vais relancer encore une fois et puis bah si ça marche pas, écoutez les amis, on passera à un autre sujet. C'est comme ça fait partie. Encore une fois, je le répète, des choses de la vie et des aléas des directs. Moi, j'adore effectivement les téléphones mobiles, mais après la vraie problématique des téléphones mobiles, et c'est que on est toujours assujetti à un réseau qui est parfois un peu capricieux. Allô? Oui, attends, je te mets en ligne. Il faut. Super. Voilà, t'es à l'antenne. Allô? Voilà. Allô? Toutes mes excuses et je suis bien contente de vous retrouver. Bon, Lucille, la prochaine fois, tu gardes le doigt en l'air. C'est bon pour les ondes. Tout à fait. Tout à fait. Donc oui, alors comme j'expliquais, effectivement, c'est les aléas du direct et puis malheureusement de la téléphonie mobile, mais effectivement, donc tu disais quelque chose qui était très important, effectivement. Alors moi j'ai parlé de terme exploiter parce qu'effectivement le fait de mettre des chiens dans des situations de recherche particulières, c'est effectivement solliciter le chien et parfois on lui demande pas son avis. Oui. Tu as raison sur ce que tu dis là. Moi, j'attire l'attention sur le fait que le chien le fait tout seul. Ça veut dire que, bien sûr, que on peut travailler avec son chien. Tu vois, j'aime mieux ça que exploiter ou l'usage du chien dans telle situation. Voilà. Mais à la maison, et c'était le début de l'entretien que nous avions ensemble, le chien travaille également. Il fait les choses. Il va sentir si la maison vibre, il va sentir s'il y a un problème au frigo, il sent si, tu vois, par exemple, les problématiques de Wi-Fi, ils les sentent, les problématiques électriques, tout ce qui est électroménager et qui est en veille et qui de temps en temps vont se mettre à grésiller, ils l'entendent parfaitement. Et tout ça, ça perturbe. Alors ça, ce sont nos bruits d'électroménager, mais j'attire aussi l'attention sur les gros bruits. Moi, j'ai énormément de chiens. Tu vois, quand dans une famille, même avec les écouteurs sur les oreilles, on a des jeux vidéo, tu vois, avec des gros zoom, eh bien, j'ai les animaux qui m'en parlent, même si le jeu
est fait à l'étage avec des écouteurs sur les oreilles pour un des enfants de la maison. Même en bas, il m'en parle. Avec les heures, le type de boom, combien de temps ça dure et qui le fait. Tu vois? Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir que c'est pas parce qu'il y a un casque, ces espèces d'infrasons peuvent aussi perturber l'animal. Donc c'est comment dans la maison on est en capacité soit de le mettre au jardin ou de leur proposer un chenil aussi pour quelques heures où ils peuvent s'apaiser, ou bien une pièce dans la maison comme un garage ou une autre pièce où ils vont pouvoir s'éloigner de nous aussi. L'humain est extrêmement bruyant et ils ont aussi besoin de s'éloigner de ça. Des bruits de la cuisine, des bruits de fourchette quand on mange, voilà. Après, ils peuvent être très contents quand on mange, mais c'est parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on a dans l'assiette, mais pas forcément par les bruits qui vont avec, quoi. Voilà. Donc, tu vois, je voulais aussi attirer l'attention là-dessus. Moi, ce que j'ai aussi comme autre témoignage, tu vois, à apporter, c'est bien entendu les odeurs. Qui parlent énormément des odeurs de produits chimiques et de plantes, de bougies et d'encens et de parfums d'ambiance. Tu vois? Et il l'explique aussi, j'ai pas mal d'animaux, moi, qui m'arrivent parce qu'ils sont atopiques et qu'ils ont des fortes allergies, des allergies qui peuvent être de la peau, mais d'autres types d'allergies également. Et c'est extrêmement expliqué par eux, par les produits chimiques. Et dans la communication animale, ce qu'il y a d'intéressant, j'ai beaucoup de vétérinaires, tu vois, qui m'envoient des cas par rapport à ça, c'est que l'animal, il va carrément me donner le bidon et l'odeur du produit chimique. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, là, on trouve vraiment la cause. Et on voit là combien nos polluants de maison peuvent être destructeurs pour les animaux qui sont plus sensibles que nous aux allergies et à ces problèmes-là. Mais en fait, ils ne sont que si tu veux, en avant-garde de ce qui va arriver à l'humain, quoi. Parce qu'ils sont hypersensibles. Mais en fait, c'est pas parce que l'humain ne déclenche pas encore ces problèmes-là que l'humain n'est pas en train d'être sur cette voie de problème-là. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Ils sont en première ligne par leur hypersensibilité pour dire que là, il y a une problématique. Et donc, là, c'est aussi très important de dire, n'oubliez pas d'aérer, aérez copieusement, faites attention aux bougies, aux parfums des bougies, voilà, aux parfums qu'il y a dans les toilettes aussi, ils sont très sensibles à ça, aux parfums de sol, tu vois, c'est aux assouplissants aussi, aux produits pour laver les vêtements et notamment leurs coussins. Ils sont très très sensibles à ça et ils peuvent développer vraiment des problèmes. Ouais. J'ai beaucoup de réactions. Donc Daniel tout à l'heure qui posait la question des chiens de refuge et donc parce que Daniel que je connais qui a effectivement adopté une chienne formidable qui vient de Roumanie. Elle explique effectivement il y a des traumatismes qui restent et qui interfèrent dans nos relations avec un chien adopté. Et elle continue en disant c'est pour cela que j'aimerais savoir ce que Belle a vécu, pas par curiosité, mais pour l'aider à la rendre plus heureuse. Ça part de bons sentiments. Pas... oui, je sais bien, mais de toute façon, c'est pas pour ça que la chienne va répondre. Ah oui, non, bien sûr. Voilà, tout animal parle, ça c'est clair, mais est-ce qu'il veut parler profondément de ces traumatismes? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ils ont la liberté de répondre à ce qu'ils veulent, et il y a certaines choses dont ils veulent parler, et il y a certaines choses dont ils ne veulent pas parler. Voilà. Ils vont expliquer les causes de leur pourquoi ils ont une difficulté aujourd'hui. Et c'est la plupart du temps plutôt une question d'adaptation et une question de résilience et de faire la part des choses. Voilà. C'est un peu voilà. Et donc ça n'est pas forcément en lien avec le vécu passé. Je vais donner un exemple que toi, en tant que comportementaliste, tu vas parfaitement comprendre aussi. Moi, j'ai déjà eu, tu vois, et c'est assez fréquent,
des chiens qui disent qu'ils se mettent à attaquer, par exemple, systématiquement un berger allemand parce qu'il y a un berger allemand qui les a mordus. Donc, ils ont eu une mauvaise expérience avec un berger allemand. Donc, maintenant, tout ce qui ressemble à un berger allemand, donc qui est noir et feu, et donc un berger allemand gris, ils vont pas l'attaquer, mais un noir et feu, eh ben, on commence par attaquer parce que c'est la meilleure des défenses. Ça veut dire que cette mauvaise expérience, elle est associée à des événements qui peuvent se passer dans le présent. Et donc là, c'est aussi notre travail en communication animale de faire la séparation entre cet événement malheureux par un berger allemand et que les autres bergers allemands ne sont pas forcément celui-là et qu'il ne faut pas créer d'amalgame. Mais je trouve que cette explication-là, elle est vraiment importante. Il ne faut pas se dire que c'est parce qu'il y a un problème dans le passé qu'aujourd'hui l'animal adopté a des difficultés. C'est surtout parce qu'il y a amalgame entre les événements du passé, les causes, et des événements qui peuvent avoir lieu aujourd'hui et une habituation ou un manque d'habituation. Voilà. Je trouve que ça, c'est important aussi. Alors, tu vois, moi, sur les événements où les chiens, par exemple, le chien viendrait bon, moi je le rencontre souvent dans la partie éducative, bon, tu le sais maintenant que depuis qu'on se connaît, moi j'éduque beaucoup l'humain. C'est-à-dire que le chien, pour moi, les chiens n'ont pas de problème à proprement parler. Alors, quelquefois des trucs un peu, voilà, où ils peuvent se poser des questions, mais le chien en général n'a pas de véritable problème dans le sens comportemental qu'on entend nous humains. C'est-à-dire que très souvent c'est lié au groupe social dans lequel il est, puisque le chien s'adapte toujours au groupe social dans lequel il est, et que un chien, et ça moi je le vois assez régulièrement, un chien qui a notamment un chiot, souvent au départ c'est des jeunes chiens qui se font agresser, notamment peut-être en club par exemple, se font agresser par un congénère. Moi, j'explique que les chiens chiots, ils apprennent ça en fratrie déjà. Ils apprennent ce genre de choses. En revanche, c'est toujours après l'interaction de l'humain à ce moment-là qui aggrave, qui donne une importance à cette action et qui aggrave la chose. Et souvent, c'est une association du comportement de l'humain qui, quand cet humain voit un chien, va se dire oh mon Dieu, c'est le même. Et ça joue, hein. Oui, alors là-dessus, je te rejoins en partie, parce que si tu veux, le fait, par exemple, de travailler avec des chevaux ou des vaches ou des grands herbivores pour lesquels l'humain n'a pas la longe, hein, ça veut dire que, par exemple, un cheval qui s'est fait attaquer par un cheval d'une autre couleur en pâture, donc là il n'y a aucune interaction humaine parce qu'ils vivent en pâture, eh bien on a en communication animale le cheval qui dit qu'après tous ces chevaux-là il va vraiment se méfier quoi. Oui, mais et ça c'est intéressant, tu vois, de l'entendre en communication animale et de pouvoir faire quelque chose pour faire que tous les chevaux qui ressemblent à celui par lequel il a été attaqué, qui n'est pas amalgame et qui se mettent pas à attaquer tous les chevaux alezans, tu vois, par exemple, à mettre tous les chevaux alezans dans le même sac. Donc, si tu veux, cet apport-là de la communication animale avec des animaux pour lesquels là il y avait pour le coup aucune interaction avec les humains, mais les humains un coup constatent que maintenant leur cheval il est réactif à tous les alezans, qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, l'animal explique ce qui s'est passé quoi, qu'effectivement il s'est fait taper par un, maintenant il sait plus les voir quoi. Donc je trouve que cet apport-là, tu vois, il permet de se mettre aussi un petit peu à distance. Effectivement, tu as raison, le comportement de l'humain est important dans tout ça, mais il y a aussi l'animal, la façon dont il a perçu l'événement, quelles leçons il en tire, et du coup, qu'est-ce qu'il met en place comme comportement, qui peut être aggravé par l'humain, on est tout à fait d'accord, et par le fait d'être tenu en laisse notamment. Aussi, oui. Mais voilà. Mais si tu veux, ça déclenche quand même et ça met en place des comportements. Je trouve que ça c'est voilà, c'est important de pouvoir le dire et de pouvoir travailler avec l'animal pour mettre en place une forme de résilience. Ça veut dire que on ne peut pas changer le passé, on est obligé de vivre avec. On leur demande pas non plus d'oublier le passé, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour être capable de vivre l'instant présent?
Je trouve que ça, c'est très important parce que du coup, on peut mieux profiter du présent, on peut mieux profiter du verre à moitié plein que la vie, elle offre. Et je prends le cas là, des animaux qui arrivent de Roumanie ou d'Espagne, voilà, ou qui sont adoptés, qui ont eu des souffrances avant. Eh bien, c'est comment aussi on peut expliquer et travailler avec l'animal le fait qu'il peut profiter un maximum de ce que sa nouvelle famille d'amour veut lui proposer. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important où les familles adoptantes, c'est peut-être quelque chose de difficile à expliquer, mais il y a certains animaux qui n'ont jamais connu l'amour humain. Et rien que ça, c'est difficile de comprendre cette attention de l'humain. Ça veut dire qu'il faut, sur cette attention positive de l'humain, il faut pouvoir poser un mot et pouvoir comprendre que c'est un moteur d'amour et que c'est pas un moteur d'amour qui demande un merci ou qui demande un retour, c'est un moteur d'amour où l'on reçoit parce que on a eu des zones de blessés et la vie met sur notre chemin de l'amour pour cicatriser ces blessures. Il y aura toujours une cicatrice, voilà, c'est sûr, mais c'est vraiment un nouvel apprentissage aussi que d'être aimé. Et l'adoption, c'est ça aussi. C'est ça aussi le travail qu'on fait en communication animale. Tu vois? Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Alors, j'ai une question de Fabienne qui est une très belle question. Comment êtes-vous comment vous êtes-vous découvert cette faculté de communication, ou devrais-je dire ce don? Ah là là, tu sais, c'est pas un don, voilà. Et puis voilà, moi je suis toujours très embêtée avec cette question parce que pendant qu'on parle de ça, on parle pas des animaux, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est pas un don et puis tout le monde peut le faire et puis bien sûr ça se travaille et plus ça se travaille, plus on est performant et plus on est pertinent. Et c'est sûr qu'à côté il faut quand même des bases d'éthologie et puis des bases de biologie, des bases de biomécanique, voilà, et pour pouvoir faire des orientations qui sont correctes. Et pour pouvoir continuer d'accompagner l'animal, je dirais dans la longueur, quoi, parce qu'on les accompagne in utero. Moi, là, ça va être le moment, voilà, des naissances, des mises bas. Donc, on accompagne les petits déjà in utero dans la mère et on les accompagne jusqu'au décès. Et je trouve que ça, on participe vraiment à des aventures de vie tout au long d'une vie, quoi. Et ça c'est des expériences extraordinaires de mon quotidien, quoi. De mon quotidien. Donc on voit que là, il faut quand même des bases, quoi, entre le in utero et le décès à l'âge avancé. Bien sûr qu'on traverse toutes les émotions, un mental évolutif, un corps évolutif, des besoins évolutifs, et tout ça c'est extrêmement intéressant. En plus des systèmes digestifs différents, bien sûr. Les herbivores, dedans on a les ruminants, les non-ruminants. Voilà, il y a les serpents, il y a les abeilles, les hérissons, les oiseaux. Donc c'est quand même extrêmement large et ça demande des compétences aussi par rapport à l'éthologie des animaux que nous avons en communication animale, bien sûr. Ouais. J'ai Virginie qui dit quand vous dites que le chien va sentir les problématiques de Wi-Fi, que voulez-vous dire? Nous sommes entourés de Wi-Fi dans nos vies. De quelle façon cela perturbe ou le stimule? Alors, si ça va notamment être quand le Wi-Fi commence à faire des petits bruits, ou quand il cherche, ou quand vous avez des petits bruits ou des lumières qui s'allument intempestives. Et quand il se met à clignoter, automatiquement l'animal va être attiré par ça. Surtout que la plupart du temps c'est à hauteur de vue. Et quand il y a un dysfonctionnement ou que ça chauffe, par exemple, eh bien ils vont le savoir, que ça commence à avoir une odeur où ça chauffe un petit peu, ils vont le savoir. Et c'est pour ça que moi j'attire bien l'attention sur le fait que c'est très récent quand même toutes ces histoires-là. Mais même le frigo, le chauffage central, une chaudière qui démarre, voilà.
tout ça, ça date des années 75. Avant les années 75, il n'y a pas de chauffage central, donc il n'y a pas de problème de démarrage de chaudière, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de frigo partout, il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de machine à laver avec des gros bruits, des saurages. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est quand même très récent. Le monde, comment je dirais, d'hyper-sophistication dans lequel on vit actuellement avec de l'électricité et des ondes. Et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, dans le sens où les animaux le sentent. Et qu'est-ce que nous, on met en place pour qu'ils puissent dormir dans une pièce à l'abri de ça? Donc, c'est vrai, hein, pas de salle de bain, pas de toilette. Pourquoi? Parce que nous non plus, on dort pas dans la salle de bain. C'est qu'il y a des raisons. Ce sont des pièces avec de l'eau qui arrive et qui part. Donc, si vous voulez, il y a vraiment, voilà, l'eau attire et renvoie de l'énergie. Voilà. Et puis, c'est aussi des pièces humides. On dort pas dans les pièces humides. Donc, vous voyez, notre bon sens à nous, il faut aussi qu'on puisse l'utiliser pour nos animaux. Et dans les chambres, on est quand même la plupart du temps dans des lieux un petit peu neutres au niveau de toute cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on propose à l'animal comme lieu de couchage un peu neutre? Est-ce que nous, on a envie de coucher en plein milieu du séjour? C'est une excellente question. Quand il y a tout le monde et de se reposer sur le canapé, bien sûr, oui. Est-ce que l'animal a aussi envie de le faire à un lieu où il voit tout le monde et en même temps où il est serein et où il a l'impression de profiter pleinement de sa famille et pour les chiens de troupeau, notamment de garder son troupeau familial et du coup, il est heureux comme tout, bien sûr. Mais il a aussi envie de temps en temps de pouvoir être serein quand il va avoir beaucoup de monde dans le séjour. Je pense aux fêtes de famille et tout ça. C'est peut-être pas là qu'il a envie d'être. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose comme porte ouverte pour aussi être bien? Il y en a qui vont vouloir rester, il y en a qui vont pas vouloir rester. Et c'est aussi comment on respecte ça, comment on voit que notre animal il a besoin de ça. Et on n'est pas dans l'anthropomorphisme ou dans le jugement de valeur. Et on sait que pendant que les gens vont être là, ben voilà, il va vouloir aller se réfugier dans la chambre. Bon, ok, il a ce droit. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il ait à boire, à manger, qu'il puisse quand même venir nous dire s'il a besoin d'aller faire pipi caca. Je trouve que tout ça c'est intéressant. Comment on les observe sans jugement de valeur et avec tolérance pour pouvoir mettre en place des choses où ils sont mieux et où notre vie commune s'améliore. Voilà, c'est ça les messages de la communication animale, parce qu'ils nous parlent de ça, tu vois. Ouais, j'ai Agnès qui me dit, tu faisais allusion tout à l'heure au berger allemand qui avait attaqué. Alors Agnès, je vois qui c'est puisque j'étais déjà intervenu avec son chien. Effectivement, c'est un gentil petit chien et bah il s'est fait agresser une fois par un berger allemand. Alors du coup, quand il voit un berger allemand, il aboie dessus. Mais ne doute pas, puisque bon, moi quand je l'ai en main, il dit rien. Donc je ne doute pas qu'effectivement toujours le système effectivement de l'humain, la patte de l'humain entre guillemets sur les interactions, les interprétations et le fait que l'humain a tendance à anticiper. Moi je le vois souvent avec les gens qui... complètement. Pardon? Je te rejoins complètement. Oui. Dans la laisse, on fait complètement passer les émotions et donc on va, comment je dirais, voilà, on va faire passer des choses à l'humain. Hein, mais là, t'as complètement raison. L'humain a un rôle dans le comportement que l'animal va avoir. Ce qui est très intéressant, c'est quand on a des animaux qui sont en liberté. Voilà. Donc quand on a les... Pouf, ça a recoupé. Bon, c'est toujours les aléas du direct. C'était en pleine communication, c'est pas grave. On va relancer l'appel une dernière fois. Et puis après, parce que l'émission et le temps passe, comme on dit, hein, ça passe très très vite. Je relance l'appel. Putain, les aléas du direct. On est dans un monde un peu particulier. Donc moi je disais effectivement que l'humain a tendance à surenchérir entre guillemets de manière bien involontaire les comportements du chien par rapport. Ah bah, là le réseau est cuit. Le réseau est mort. Ça fait. Je vais relancer une dernière fois, mais je crois que on est cuit là. J'ai l'impression que on réessaye. Hein. Je suis désolé, c'est les aléas. Les aléas du direct. Et comme je le dis, je suis tout seul à la technique. Ah ouais, non, ça veut pas, là.
Ah bah j'ai même plus moi non plus. Ah bah j'ai. On réessaye une dernière fois. Je suis désolé, hein, les amis, mais c'est vrai que ce sont les aléas du direct. Et comme je le dis, je suis tout seul à faire ma technique. Donc c'est vrai que en même temps, vous savez, dans les autres radios, parfois, il y a des techniciens qui s'occupent de tout, d'appeler et tout. Et puis moi, bah voilà, je le fais. Hein. Allez, allô, allô, t'es revenu? Bon, attends, je te remets en ligne. Attends, quitte-toi, pof, c'est parti. Voilà. Voilà. Allô, allô, allô. Allô? Oui, Allô? oui, ça va? Merci à vous de votre patience. Oui, oui, très bien. Bon, Ça a coupé. il faut absolument que tu fasses quelque chose avec ton téléphone parce que là, ça coupe, c'est terrible, terrible. Allez, ah, je t'entends pas, je sais pas, il pleut chez toi, je t'entends pas. Bon, malheureusement, on va être obligé d'interrompre parce que je t'ai plus du tout là, c'est très assuré. Ah, allô? Allô, tu m'entends mieux? Ouais, ça grésille, mais ouais. Ah, super. Allez, dis-moi. Donc, on disait que oui, les interférences de l'humain, ou en tous les cas les interactions de l'humain, tant sur l'émotion, effectivement, la laisse. Moi, je dis toujours que la laisse est un cordon ombilical et qui conduit le chien à avoir des réactions après, parce qu'il y a aussi ce système de d'autoconditionnement. Les personnes qui se baladent avec leur chien ont parfois, lorsqu'ils ont eu un mauvais vécu entre guillemets, ils ont tendance effectivement à essayer de scruter l'horizon pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Et puis quand la chose arrive, alors là, c'est la décomposition, c'est-à-dire que les gens se fichent, se tendent, entre guillemets, serrent leur mâchoire, sont en panique, le rythme cardiaque s'accélère, etc., etc. Ce qui fait que forcément, à un moment donné, l'interprétation du chien n'est pas celle que l'on attend, puisque nous, on veut qu'il soit cool, détendu et relâché. Et le problème, c'est qu'il est ce que l'on est. Ah ben, de toute façon, tu as tout à fait raison. C'est bien pour ça que la communication animale ne peut pas et n'a pas à être à la place d'un comportementaliste ou d'un éducateur, et on ne peut pas résoudre un problème pour le prix d'une communication animale. Moi, c'est souvent ce que je dis, parce que l'humain, c'est quand même un peu plus long à éduquer que juste une communication animale, que juste une heure passée avec un chien. Et comme la plupart du temps, et tu as parfaitement raison, dans 75% des cas, c'est cause humaine, le dysfonctionnement. Donc, on peut pas, dans la communication animale, parce qu'on ne sait pas mener son chien en laisse, lui dire, écoute, Loulou, on profite de la communication animale pour te dire que tu dois pas tirer. C'est pas comme ça que ça peut se passer. Le but de la communication animale n'est pas de résoudre un problème comportemental humain. Ça c'est très clair. Oui, ça c'est très clair. Voilà. Donc Gigi confirme, hein, donc ok, c'est pas toujours mince, pardon, j'ai coupé. Donc ok, c'est pas toujours l'interaction de l'humain, mais la perception de l'animal. Bien sûr, oui. Parce que ça laisse une trace, un événement traumatique, ça laisse une trace, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il fait de cet événement traumatique? Et du coup, comment il le gère? Là, je parle pas de quand il a l'humain au bout de la laisse, je parle de comment il le gère. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple des chevaux, parce que là, il est tout seul en pâture avec ses congénères, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de longe, il n'y a rien de tout ça. Hein, comment là, il le gère? Voilà. Est-ce qu'il penche le fil pour aller attaquer le cheval d'à côté? Parce que ça arrive quand même. Voilà. Bon, là, pour le coup, il y a aucun humain qui est là avec une longe, rien du tout. Ça veut dire que lui, il y a une empreinte et qu'à un moment donné, il sent qu'il va faire ça. Donc, il va le faire. Voilà. Mais pardon, Lucille, on n'a pas, pardon de te couper, mais on n'a pas affaire à la même espèce. Leur mode, le mode de fonctionnement du chien n'est pas le mode de fonctionnement du chat, et au même titre qu'il ne sera jamais le même fonctionnement que le chat, ou que le cheval, ou qu'une poule. Le problème, c'est comment il gère l'empreinte. Parce que toi, tu me dis l'apport de l'humain. Moi, je te dis 75%, et pour les 25 autres pourcents, et ça, on peut le voir avec les animaux qui sont en liberté, mais également avec des chiens qui sont en liberté. Voilà, ces 25%-là, c'est l'empreinte du traumatisme. Et là, la communication animale, elle a sa place. Bien sûr. Sur la prise en compte du traumatisme et le travail sur la résilience. Tu vois, je trouve que ça, c'est extrêmement important.
Oui, Gigi confirme, hein, elle explique effectivement, ce qu'on appelle les cicatrices en fait du passé, eh ben, sera toujours présente du coup. Alors Ouais. évidemment, moi j'explique par exemple un chien qui a eu un traumatisme, un peu comme l'humain d'ailleurs, ou d'ailleurs tout être finalement vivant, le traumatisme reste en filigrane. C'est-à-dire que on peut améliorer, on peut faire en sorte on va dire, de redessiner quelque chose par-dessus, mais en filigrane, il restera toujours cette trace. Bah, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis pas du tout dans ce point de vue-là. Parce que toi, tu me dis, on peut. La communication animale, c'est pas on peut. C'est toi, animal, qu'est-ce que tu en fais de cette cicatrice? Comment tu travailles ça? C'est un travail alchimique interne sur l'âme. Tu Mmh. vois, ça n'a rien à voir avec un travail externe du comportement qui ensuite va apporter une modification à long terme. C'est pas dans ce sens-là qu'est pris le problème sur la communication animale. D'accord. Hein? C'est le fait de dire, toi, animal, ok, on va envoyer ton maître pour le comportement, voilà, vous allez travailler ça aussi, ça va vous donner des clés, et toi, tu vas avoir des clés d'aide voilà, pour mieux comprendre, mieux interagir, mieux gérer tes interactions, ok, mais là, le principal truc, c'est toi, tu as une cicatrice, on peut pas te l'enlever, qu'est-ce que tu fais pour que ça soit moins douloureux pour toi? Parce que là, ce que tu exprimes, c'est une douleur. Bon, cette douleur, comment on peut t'accompagner? Donc, il y a la communication animale, voilà, il y a le travail sur le traumatisme, ça c'est un travail voilà qu'on fait en communication animale et que moi j'aime beaucoup faire parce que c'est hyper intéressant. Là, on va vraiment travailler sur une prise en compte de la souffrance animale. On va aussi, bien sûr, par exemple, pouvoir l'accompagner parce que tout ça, si tu veux, les traumas comme ça, ils laissent une empreinte dans le corps physique, mais ils laissent une empreinte dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Et dans le corps émotionnel, on peut travailler, par exemple, avec les fleurs de bac ou avec d'autres élixirs. Et au niveau mental aussi, on peut travailler avec des pierres, avec des élixirs de pierre et des choses vraiment où on va permettre à l'animal de trouver comme une voie intermédiaire. Il a Mmh. eu un traumatisme. Maintenant, comment il reprend sa vie, qui sera différente, c'est clair, après un traumatisme, c'est différent. Mais comment est-ce qu'on peut continuer son chemin de vie, voilà, en tenant compte de ce traumatisme, voilà, et ce traumatisme, qu'est-ce qu'il nous a appris? euh, c'est vraiment un travail que j'aime énormément faire avec les animaux. Tu Mmh. vois, par exemple, des animaux qui ont pu justement être maltraités et qui sont adoptés adultes et qui du coup sont un peu, euh, ben voilà, angoissés, donc un peu sur le retrait, mais donc du coup, et on le sait, beaucoup plus réactifs et hargneux, parce que justement, la peur peut faire passer dans le côté hargneux beaucoup plus Mmh. rapidement qu'un chien qui n'est pas dans la peur. Bien Hein, sûr. voilà, ça tu le sais aussi. Et bien, moi, tu vois, le travail que je fais avec eux, je leur dis, bon, là, pendant toute cette violence, tu as appris des tas de choses. Et tu as notamment appris l'odeur des hormones, certains gestes, certains regards, euh, certaines fonctions sur la mâchoire des humains et certains gestes. Mmh. Tout ça, tu l'as appris. Bon, comment tu le mets à disposition pour regarder ta famille d'amour et se rendre compte que ils n'ont pas la même odeur d'hormones, ils n'ont pas du tout le même regard, ils tiennent pas leur mâchoire de la même façon et leurs gestes ne sont pas faits de la même façon. Mmh. Et que surtout, leur intention, même si les gestes peuvent ressembler, leur intention, parce que les chiens sont extrêmement doués pour ça. On ne peut pas leur mentir, on ne peut pas leur dire je t'aime si on l'aime pas. Ils savent Bien sûr. parfaitement qu'on va leur mentir. Donc là, moi je leur propose de repartir sur un fondement, de se mettre sur leur intime conviction, tu vois, parce que nous aussi ça on l'a, l'intime conviction, Mmh. tu vois, mais eux ils l'ont beaucoup plus fort. Et donc, sur ce fondement, et de là se dire, ah, là, ce que je sens,
bah, ça m'a pas l'air négatif. Voilà. Et du coup, ok, je viens d'apprendre quelque chose, mais pourquoi? Parce que toute la maltraitance d'avant, elle a permis de comprendre ce que c'est qu'une intention de nuire. Et donc, du coup, ils peuvent bien faire la différence sur ce que c'est une intention positive. Mais pour ça, dans la communication animale, il faut qu'on leur donne les clés de cette dissociation. Parce qu'autrement, il y a un amalgame. Tu vois? Ouais. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Lucille, c'est une émission très intéressante. Malheureusement, il va falloir que je rende l'antenne. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience, ton savoir, les échanges que tu as aussi avec de nombreux animaux. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé ce moment incroyable. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Lévi. Voilà, merci beaucoup à toi pour ta confiance, pour les clients que tu m'envoies, voilà. Et puis, écoute, c'est au plaisir de revenir. Et moi, je voulais juste terminer sur cette dernière phase en disant que quand on fait vraiment ce travail avec les chiens, eh bien, il y a quelque chose vraiment qu'on peut repérer, c'est que le chien va bouger dans l'heure de la communication animale, beaucoup dans les 8 jours, et dans les 21 jours, le comportement, il est ancré et il arrive à voir ce que c'est qu'une intention positive. Tu vois, je voulais vraiment terminer là-dessus pour bien montrer leur faculté d'adaptation et leur faculté d'amour, mais qui est vraiment incroyable. Lucille, merci beaucoup. Passe une bonne fin de soirée. Et puis pour vous toutes et tous, merci d'être venus, d'avoir réagi. On se dit à la semaine prochaine. Et puis écoutez, moi sur les gens en tous les cas en FM, je vous laisse avec des milliers de je t'aime de Slimane. Bonne soirée à tous.